9 septembre 1976, dans un complexe lourdement gardé à Pékin, l'homme qui avait gouverné plus d'un quart de la population mondiale pendant 27 ans tirait ses derniers souffles. La mort de Mao Zedong ne serait pas annoncée au monde avant 16 heures supplémentaires, un délai qui révélerait à quel point son cercle intérieur était terrifié par le chaos qui pourrait suivre. Mais la vraie brutalité n'était pas seulement dans ces derniers moments. Elle était dans la lutte de pouvoir désespérée qui avait consumé ses alliés les plus proches. Les trahisons qui définissaient ces dernières années, et la vérité choquante de combien il était devenu complètement isolé du peuple même qu'il prétendait représenter. Ce qui s'est vraiment passé dans ces dernières heures agonisantes reste l'un des secrets les plus étroitement gardés de l'histoire. Au début de 1976, la santé du président Mao était devenue le secret d'État le plus sensible de la Chine. Ses médecins avaient découvert quelque chose qui ne lui serait jamais révélé. Il souffrait de sclérose latérale amyotrophique, communément connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Cette condition dévastatrice lui volait lentement sa capacité à bouger, parler et même avaler, tout en laissant son esprit tragiquement clair pour témoigner de son propre déclin physique. Les premiers signes étaient apparus des années plus tôt. Les fameuses performances de natation de Mao dans le fleuve Yangtze, autrefois utilisées pour démontrer sa vigueur et sa vitalité au peuple chinois, avaient discrètement cessé. Ses apparitions publiques devinrent de plus en plus rares, et quand il apparaissait, les observateurs attentifs remarquaient le tremblement de ses mains, la difficulté avec sa parole, et la façon dont il semblait lutter avec les mouvements de base. Son médecin personnel, le docteur Li Jisui, avait juré le secret absolu sur l'état du président. Le médecin révélerait plus tard que la santé de Mao s'était détériorée pendant près d'une décennie, mais la vraie étendue de sa maladie n'était connue que d'une poignée du personnel médical le plus fiable. Même Mao lui-même était tenu dans l'ignorance de son diagnostic réel, on lui disait seulement qu'il souffrait des effets de son âge avancé et de sa vie de gros fumeur. Ce qui rendait ce secret encore plus critique étaient les implications politiques. Dans le système chinois, où le président était vu presque comme une figure divine, tout signe de faiblesse pouvait déclencher un bouleversement social massif. Le Parti communiste avait construit toute sa légitimité autour de la supposée invincibilité de Mao. Admettre que leur leader suprême mourait serait reconnaître que leur système entier pourrait être mortel aussi. La dissimulation s'étendait à tous les niveaux du gouvernement. Les photographies officielles étaient soigneusement mises en scène pour cacher l'état de Mao. Quand des dignitaires étrangers visitaient, les réunions étaient gardées délibérément courtes et le président était positionné de manière qui dissimulait ses tremblements. Même ses alliés politiques les plus proches n'étaient pas informés de la vérité complète sur ce qui se passait derrière les murs de son complexe privé. Mais cacher l'état de Mao s'avérerait être juste le début d'une tromperie beaucoup plus grande et plus dangereuse, qui était sur le point de déchirer les plus hauts niveaux du gouvernement chinois. Alors que l'état physique de Mao se détériorait, un vide de pouvoir commença à émerger au cœur même de la politique chinoise. Dans ce vide entrèrent 4 individus qui deviendraient connus comme la Bande des Quatre, un groupe qui incluait la propre femme de Mao, Jiang Qing, avec ses 3 alliés politiques les plus proches, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan et Wang Hongwen. Jiang Qing avait été largement absente de la politique pendant la plupart de son mariage avec Mao. Mais alors que sa santé déclinait, elle commença à s'affirmer comme sa porte-parole et interprète. Elle prétendait connaître ses vraies volontés et se positionnait comme la gardienne de son héritage révolutionnaire. Sa transformation d'ancienne actrice en l'une des figures politiques les plus puissantes de Chine fut aussi soudaine que dramatique. Les 3 hommes qui s'alignèrent avec elle étaient également ambitieux. Zhang Chunqiao était un théoricien vétéran du parti qui avait passé des années à développer la justification idéologique pour la révolution culturelle. Yao Wenyuan était un maître propagandiste dont les écrits avaient aidé à lancer certaines des campagnes politiques les plus destructrices de l'histoire chinoise. Wang Hongwen était le plus jeune du groupe, un ancien ouvrier d'usine qui avait gravi les échelons pendant le chaos de la révolution culturelle. Ensemble, ces 4 individus commencèrent à consolider leur contrôle sur l'appareil gouvernemental de la Chine. Ils prirent le contrôle des médias d'État, s'assurant que seule leur interprétation des volontés de Mao atteindrait le peuple chinois. Ils placèrent leurs partisans à des positions clés à travers le Parti communiste. Plus dangereusement, ils commencèrent à éliminer leurs rivaux politiques à travers une série de purges qui feraient paraître leurs actions ultérieures presque miséricordieuses en comparaison. Leur cible principale était Zhou Enlai, le premier ministre bien-aimé, qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à maintenir sa position malgré le chaos politique de la révolution culturelle.
Zhu avait gagné le respect du peuple chinois en travaillant à modérer les pires excès des politiques de Mao. Il avait discrètement sauvé des milliers de responsables de la persécution et avait travaillé dans les coulisses pour maintenir le fonctionnement du gouvernement chinois, même pendant les périodes les plus sombres de bouleversements politiques. La bande des quatre voyait Zhu comme leur plus grande menace. Sa popularité avec le peuple et ses connexions à travers le gouvernement en faisaient un adversaire formidable. Mais Zhu avait une faiblesse cruciale qu'ils avaient l'intention d'exploiter. Il mourait d'un cancer. Alors que 1976 commençait, la scène était posée pour une confrontation qui déterminerait non seulement qui succéderait à Mao, mais quel type de pays la Chine deviendrait après sa mort. Le 8 janvier 1976, le Premier ministre Zhou Enlai perdit sa bataille contre le cancer de la vessie. Sa mort aurait dû être un moment de deuil national. Zhou était largement respecté comme un leader qui avait travaillé sans relâche pour le peuple chinois, le protégeant souvent des pires excès des campagnes révolutionnaires de Mao. Mais la bande des quatre avait d'autres plans. Dans un acte de cruauté politique qui choqua même les responsables du parti endurci, Jiang Qing et ses alliés interdirent tout affichage public de deuil pour Zhu. Aucun funérail d'État ne fut permis, aucun service commémoratif ne pouvait être tenu. Les médias d'État furent instruits de ne pas rapporter sur le chagrin du peuple ou même reconnaître l'épanchement d'émotions que la mort de Zhu avait déclenché à travers le pays. Cette décision s'avérerait être un mauvais calcul catastrophique. Le peuple chinois, qui avait souffert à travers des années de chaos politique et de difficultés économiques, voyait Zhu comme un symbole de stabilité et de compassion. Sa dignité silencieuse et ses tentatives de protéger les citoyens ordinaires de la persécution politique lui avaient gagné une place dans leur cœur qu'aucune quantité de propagande ne pouvait diminuer. Malgré l'interdiction officielle, des millions de citoyens chinois commencèrent à se rassembler sur la place Tiananmen pour rendre leur respect à Zhu. Ils apportèrent des fleurs, des poèmes et des hommages écrits à la main. Les manifestations étaient pacifiques mais sans précédent dans leur échelle et leur défiance ouverte de l'autorité gouvernementale. La réponse de la bande des quatre fut rapide et brutale. La police de Pékin fut envoyée sur la place pour disperser les foules. Ceux portant des pancartes ou des poèmes furent immédiatement arrêtés. Beaucoup furent battus et certains qui étaient soupçonnés d'organiser les manifestations disparurent simplement. Le nombre exact de personnes qui furent exécutées dans les suites de ces protestations reste inconnu à ce jour. Parmi les victimes politiques de cette répression se trouvait Deng Xiaoping, un leader communiste vétéran qui avait été lentement réhabilité après des années de persécution pendant la révolution culturelle. La bande des quatre le lia aux manifestations de Tiananmen et le fit dépouiller de toutes ses positions et expulser du parti pour la deuxième fois de sa carrière. Cette purge de Deng serait plus tard vue comme une autre erreur cruciale de la bande des quatre. En éliminant l'un des rares leaders restants avec à la fois les compétences politiques et les relations personnelles nécessaires pour tenir le parti ensemble, ils avaient davantage déstabilisé un système politique déjà fragile. Mais leur ennemi le plus dangereux n'était aucun rival politique individuel, c'était le temps lui-même. L'état de Mao se détériorait rapidement, et tout le monde dans le cercle intérieur savait que sa mort pouvait venir à tout moment. Le 27 mai 1976, Mao Zedong fit ce qui serait sa dernière apparition publique. Le Premier ministre pakistanais Zulfikar Ali Bhutto visitait Pékin, et le protocole exigeait que le président rencontre cet allié important. Ce que les caméras capturèrent ce jour-là deviendrait certaines des images les plus hantées de l'histoire politique moderne. Les photographies montrent un homme qui mourait clairement. Le visage de Mao était émacié et creux, ses yeux sans focus. Il pouvait à peine s'asseoir droit dans sa chaise et des assistants devaient aider à le positionner pour les caméras. Son fameux double menton avait disparu, remplacé par de la peau lâche qui pendait de sa mâchoire. Plus troublant, ses mains tremblaient de manière incontrôlable tout au long de la réunion, un signe visible de la maladie neurologique qui détruisait son corps. La délégation pakistanaise fut choquée par ce qu'ils virent. Bhutto, qui s'attendait à rencontrer un leader révolutionnaire vigoureux, avec qui il avait correspondu pendant des années, se retrouva plutôt face à un vieil homme fragile qui semblait dériver dans et hors de conscience pendant leur conversation. La réunion fut écourtée, officiellement à cause de préoccupations d'horaire, mais en réalité parce que Mao était simplement trop malade pour continuer. Les photographies de cette réunion furent publiées par le gouvernement chinois, mais elles eurent l'effet opposé de ce qui était prévu. Plutôt que de montrer Mao comme un leader encore puissant,
elle rendait clair à quiconque les voyait que le président était près de la mort. Les images se répandirent autour du monde et les agences de renseignement étrangères commencèrent à se préparer pour le bouleversement politique massif qui suivrait inévitablement la mort de Mao. Encore plus significativement, les photographies eurent un effet dévastateur sur Mao lui-même. Quand il vit comment il apparaissait dans les images, il fut rapporté horrifié. Selon son personnel, il devint profondément déprimé et se retira encore plus de la vue publique. Il ne se permettrait plus jamais d'être photographié ou de rencontrer des dignitaires étrangers. Cette dernière apparition publique marqua la fin de la participation active de Mao au gouvernement. À partir de ce point, il serait confiné à ses quartiers privés, dépendant d'un petit groupe de médecins et d'infirmières pour ses besoins les plus basiques. Pendant ce temps, à l'extérieur de sa chambre, la bataille pour le contrôle de la Chine s'intensifiait. La nation la plus peuplée du monde était maintenant effectivement gouvernée par un homme mourant qui ne pouvait plus parler clairement, pouvait à peine bouger et était maintenu en vie seulement par la technologie médicale la plus avancée disponible à l'époque. Derrière les murs soigneusement gardés du complexe privé de Mao, un drame médical se déroulait qui aurait des implications profondes pour l'histoire chinoise. À l'été de 1976, l'état de Mao s'était détérioré au point où il nécessitait une supervision médicale constante. Il ne pouvait plus marcher sans assistance, sa parole était devenue presque incompréhensible et il avait des difficultés croissantes à avaler. Le docteur Li Zishui, son médecin personnel, faisait face à une situation impossible. L'équipe médicale savait que Mao mourrait, mais ils avaient reçu des instructions explicites qu'en aucune circonstance le président ne devait être autorisé à mourir sous leur surveillance. Les implications politiques étaient trop dangereuses. Quiconque était en charge de ses soins médicaux quand il mourrait serait presque certainement blâmé par ses ennemis politiques et pourrait faire face à l'exécution. L'équipe médicale commença à utiliser des mesures de plus en plus désespérées pour maintenir Mao en vie. Ils installèrent de l'équipement de support vital dans ses quartiers privés, incluant des machines pour assister sa respiration et des tubes d'alimentation pour s'assurer qu'il reçoive une nutrition adéquate. Des soins infirmiers 24 heures sur 24 furent établis avec plusieurs équipes travaillant en roulement pour surveiller ses signes vitaux. Mais l'aspect le plus difficile des soins de Mao n'était pas médical. Il était politique. Chaque décision sur son traitement devait être approuvée par un comité qui incluait des membres de la bande des quatre. Jiang Qing en particulier insistait pour être impliquée dans toutes les décisions médicales. Malgré n'avoir aucune formation médicale, elle contremandait fréquemment les ordres des médecins et insistait sur des traitements que l'équipe médicale savait être soit inutiles, soit potentiellement nuisibles. La tension entre le personnel médical et le leadership politique atteignit un point de rupture en août 1976 quand Mao subit ce qui semblait être un accident vasculaire cérébral mineur. Ses médecins voulaient l'hospitaliser immédiatement, mais Jiang Qing refusa, argumentant que le déplacer à un hôpital créerait trop d'attention et déclencherait potentiellement des rumeurs sur son état. Cette décision aurait des conséquences fatales. Sans soins hospitaliers appropriés, l'état de Mao continua à se détériorer rapidement. Au début septembre, il était clair qu'il n'avait que des jours à vivre. Mais le leadership politique n'était toujours pas préparé pour ce qui se passerait après sa mort. La bande des quatre faisait ses propres plans, croyant qu'ils pouvaient utiliser la mort de Mao pour éliminer leurs ennemis politiques restants et s'établir comme la nouvelle élite dirigeante de la Chine. Ils n'avaient aucune idée que leurs propres ennemis faisaient des plans très différents. Le 28 juillet 1976, tôt le matin, la terre sous la ville industrielle de Tangshan commença à trembler. Ce qui suivit fut l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire chinoise. Un tremblement de terre qui tuerait environ 242 000 personnes et laisserait des centaines de milliers d'autres sans abri. Pour le peuple chinois, qui avait été élevé sur des croyances traditionnelles sur la connexion entre les catastrophes naturelles et le bouleversement politique, le timing du tremblement de terre semblait de mauvais augure. La philosophie chinoise ancienne soutenait que les catastrophes naturelles majeures étaient des signes que la dynastie régnante avait perdu le mandat du ciel. L'approbation divine qui légitimait leur règne. Le timing du tremblement de terre arrivant juste alors que la santé de Mao faiblissait et que les tensions politiques atteignaient un point de rupture, frappa beaucoup de Chinois comme plus qu'une simple coïncidence. Des conversations chuchotées dans les marchés et lieux de travail commencèrent à spéculer sur ce que la catastrophe pourrait signifier pour l'avenir de la Chine. La réponse du gouvernement au tremblement de terre ne fit qu'intensifier ses préoccupations. Les efforts de sauvetage furent entravés par des considérations politiques, alors que les responsables locaux avaient peur de prendre des décisions sans approbation de Pékin.
La bande des quatre vit la catastrophe principalement comme une opportunité politique, utilisant leur contrôle des médias d'État pour louer leur propre leadership, tout en critiquant la supposée réponse inadéquate de leurs rivaux. Encore plus révélateur, Mao lui-même fut incapable de répondre à la crise de manière significative. Dans le passé, les catastrophes naturelles avaient fourni des opportunités pour lui de démontrer son leadership et sa connexion au peuple chinois. Mais maintenant, confiné à son lit de malade et à peine conscient, il ne pouvait être informé de la tragédie que par ses assistants. Le tremblement de terre eut un autre effet plus immédiat sur la situation politique à Pékin. Il fournit un rappel brutal que la Chine faisait face à des défis sérieux qui nécessitaient un leadership compétent. La rhétorique idéologique de la bande des quatre et les luttes politiques internes semblaient de plus en plus sans pertinence face à de véritables souffrances humaines. Parmi le leadership du Parti communiste, il y avait un sentiment croissant que la Chine avait besoin de dirigeants pratiques et expérimentés, qui pouvaient gérer de véritables crises plutôt que d'en créer d'artificielles. Ce sentiment s'avérerait crucial dans la lutte pour le pouvoir qui était sur le point de se déployer. Alors que l'été se transformait en automne en 1976, tout le monde dans les cercles politiques de Pékin savait qu'un changement dramatique était inévitable. La seule question était de savoir si ce changement viendrait par l'évolution politique ou par quelque chose de beaucoup plus violent et imprévisible. Le déclin final de Mao commença avec une crise cardiaque en mars 1976. L'attaque fut assez sévère pour nécessiter une intervention médicale immédiate, mais le leadership politique insista pour qu'elle soit gardée complètement secrète. Même les officiels du parti de haut rang ne furent pas informés de l'état du président, créant une situation dangereuse où des décisions gouvernementales cruciales étaient prises par des personnes qui ne comprenaient pas à quel point sa capacité était devenue limitée. La deuxième crise cardiaque survint à la fin juin. Celle-ci fut plus sérieuse, laissant Mao alité et nécessitant une surveillance constante. 16 médecins savaient que son cœur défaillait. Mais ils étaient interdits de discuter de son pronostic avec quiconque en dehors de l'équipe médicale immédiate. La bande des quatre continua à publier des déclarations et des directives au nom de Mao, malgré le fait qu'il était de plus en plus incapable de participer à toute prise de décision significative. Les implications politiques de ces attaques allaient bien au-delà de la santé personnelle de Mao. Chaque crise médicale intensifiait la lutte entre différentes factions au sein du Parti communiste. La bande des quatre utilisa leur accès à Mao pour prétendre qu'il connaissait seul ses véritables souhaits. Pendant ce temps, d'autres dirigeants du parti commencèrent à se demander si le leadership actuel était capable de gérer la transition que tout le monde savait venir. Hua Guofeng, un officiel du parti relativement inconnu qui avait été nommé Premier ministre après la mort de Zhou Enlai, se trouva dans une position de plus en plus difficile. Il avait été choisi en partie parce qu'il était vu comme un candidat de compromis qui ne menacerait aucune faction. Mais maintenant, il était forcé de choisir son camp dans une lutte qui déterminerait l'avenir de la Chine. La troisième et dernière crise cardiaque survint le 5 septembre 1976. Celle-ci fut massive, affectant une zone beaucoup plus large du cœur de Mao que les attaques précédentes. Son équipe médicale sut immédiatement que c'était le début de la fin. Ses signes vitaux devinrent de plus en plus instables et il devint clair qu'il ne survivrait pas beaucoup plus longtemps. Mais même dans cette crise finale, les considérations politiques prirent le pas sur les considérations médicales. La décision de quand retirer le support vital, comment annoncer sa mort, et ce qui se passerait dans les suites immédiates étaient toutes des décisions politiques qui devaient être prises par le leadership du parti. La bande des quatre commença à faire ses préparations finales pour une prise de pouvoir qu'ils croyaient sécuriserait leur contrôle sur la Chine. Ils n'avaient aucune idée que leurs ennemis politiques avaient fait leur propre plan très différent. Le 5 septembre 1976, alors que Mao gisait mourant de sa massive crise cardiaque, deux drames séparés commencèrent à se dérouler simultanément à Pékin. Dans sa facilité médicale privée, les médecins luttaient pour garder le président en vie, tout en sachant que leurs efforts étaient ultimement futiles. Dans les couloirs du gouvernement, ses successeurs potentiels commencèrent la phase finale d'une lutte pour le pouvoir qui déterminerait l'avenir de la Chine. Jiang Qing passa ses heures cruciales à essayer de s'établir comme l'héritière légitime de Mao. Elle prétendait avoir reçu des instructions finales de son mari. Bien qu'aucun témoin ne puisse vérifier ces conversations, elle commença à contacter des commandants militaires et des dirigeants régionaux du parti, essayant de sécuriser leur soutien pour sa prétention au leadership. Ses trois alliés dans la bande des quatre étaient également occupés. Zhang Chunqiao travaillait pour assurer leur contrôle sur les médias d'État. Sachant que quiconque contrôlait le récit sur la mort de Mao,
aurait un avantage significatif. Yao Wenyuan préparait des matériaux de propagande qui justifieraient leur prise de pouvoir. Wang Hongwen contactait de plus jeunes membres du parti qui avaient pris de l'importance pendant la révolution culturelle. Mais ils n'étaient pas les seuls à faire des plans. Hua Guofang, le Premier ministre actuel, construisait discrètement une coalition avec des dirigeants militaires et des officiels vétérans du parti qui étaient horrifiés par la perspective que la bande des quatre prenne le contrôle. Parmi ses alliés se trouvait Ye Jianying, le ministre de la Défense, qui contrôlait l'accès à une grande partie de l'appareil militaire chinois. La situation médicale pendant ce temps devenait de plus en plus désespérée. Les médecins de Mao savaient qu'il pouvait mourir à tout moment, mais ils recevaient des instructions contradictoires sur ses soins. Certains membres de son entourage voulaient que tout le possible soit fait pour le garder en vie, d'autres semblaient plus préoccupés par s'assurer que sa mort arrive à un moment politiquement convenable. Le 8 septembre, l'état de Mao prit un tournant final vers le pire. Il perdit complètement conscience, et ses signes vitaux commencèrent à défaillir rapidement. L'équipe médicale savait que la mort était imminente, mais ils étaient encore interdits de faire des préparations pour ce qui se passerait après. La bande des quatre utilisa ces heures finales pour faire leur dernier mouvement désespéré. Ils tentèrent de prendre le contrôle de bâtiments gouvernementaux clés à Pékin et essayèrent de sécuriser le soutien d'unités militaires stationnées autour de la capitale. Ils étaient convaincus que s'ils pouvaient présenter au peuple chinois et à la communauté internationale un fait accompli, leur position deviendrait inattaquable. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs ennemis n'étaient pas seulement conscients de leur plan, mais travaillaient activement à les contrer. La scène était prête pour une confrontation qui serait décidée, non pas dans les heures après la mort de Mao, mais dans les minutes cruciales qui suivirent. À exactement 0h10 le 9 septembre 1976, le cœur de Mao Zedong cessa de battre. Même dans la mort, il restait une arme politique. La poignée de personnes présentes faisait face à un choix crucial. À qui le dire en premier? Quand l'annoncer publiquement? Le calcul, non le chagrin, domina ses premières minutes. Jiang Qing commença immédiatement à appeler des alliés au lieu de pleurer son mari. La bande des quatre voulait retarder l'annonce tout en consolidant le pouvoir. La faction de Hua comprit cela et commença des communications urgentes avec les dirigeants militaires. Pendant 16 heures, le dirigeant de la nation la plus peuplée du monde gisait mort en secret, tandis que les factions se battaient pour le contrôle. Quand l'annonce arriva finalement à 16 heures, elle appelait à l'unité tout en cachant la lutte pour le pouvoir. Mais ceux qui lisaient les signaux politiques pouvaient voir quelle faction était en train de gagner. Moins d'un mois après la mort de Mao, le 6 octobre 1976, l'un des renversements politiques les plus dramatiques de l'histoire se déroula. La bande des quatre, apparemment prête à hériter du pouvoir, fut arrêtée dans un piège soigneusement orchestré. Hua Guofang, le ministre de la Défense Ye Jianying et le chef de la sécurité Wang Dongxing conçurent l'opération. Leur plan était audacieusement simple, attirer la bande à une fausse réunion du bureau politique, puis les arrêter simultanément. Les trois hommes arrivèrent séparément au Grand Palais du Peuple, s'attendant à des discussions cruciales de leadership. Au lieu de cela, ils se trouvèrent encerclés par des forces de sécurité loyales. Jiang Qing s'avéra plus difficile, nécessitant une visite trompeuse tard dans la nuit à son complexe. Quand elle réalisa ce qui se passait, elle devint hystérique, criant à propos de sa prétention légitime à l'héritage de Mao. En quelques heures, les quatre figures les plus puissantes de Chine après Mao étaient en détention. Aucun coup de feu ne fut tiré, aucune violence n'eut lieu, et la population générale ne savait rien. Quand les arrestations furent annoncées, le peuple chinois répondit avec un soulagement et une célébration écrasants. Les symboles du chaos de la révolution culturelle étaient finalement partis. Le coup d'État sans effusion de sang marqua la fin de la crise immédiate suivant la mort de Mao. Mais ce n'était que le début de la longue transformation de la Chine. Le procès de 1980 de la bande des quatre devint un moment charnière de l'histoire chinoise, la première fois que des officiels communistes de haut rang faisaient face à une responsabilité publique. Diffusées à l'échelle nationale, les procédures permirent au peuple chinois d'être témoin de la justice rendue. Jiang Qing resta défensive tout au long, interrompant les procédures et prétendant qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Mao, se comparant à un chien qui mord quiconque son maître lui commande. Zhang Chunxiao refusa de parler entièrement, tandis que Wang Hongwen et Yao Wenyuan exprimèrent des regrets et coopérèrent avec les procureurs. Le procès révéla des preuves stupéfiantes de persécution. 750 000 personnes ciblées, plus de 34 000 tués. Ces chiffres ne représentaient qu'une fraction du coût humain total de la révolution culturelle.
La Cour rendit clair que la violence avait été délibérément orchestrée par des dirigeants politiques, non un soulèvement spontané. Les sentences furent sévères, peine de mort pour Jiang Qing et Zhang Chuntiao, plus tard commuée à vie. Emprisonnement à vie pour Wang Gongwen et 20 ans pour Yao Wenyuan. Tandis que la bande des 4 faisait face à la justice, Mao lui-même resta largement protégé des critiques. Malgré être l'autorité ultime derrière leur politique, les heures finales de Mao marquèrent la fin de la Chine révolutionnaire et le début de quelque chose d'entièrement différent. La lutte pour le pouvoir qui suivit sa mort révéla un système politique dangereusement dépendant de l'autorité d'un homme, un homme qui ne pouvait plus exercer un contrôle significatif. La tentative ratée de coup d'État de la bande des 4 représenta le dernier souffle de la politique de révolution culturelle. Leur arrestation ouvrit la porte à un leadership pragmatique qui transformerait la Chine en une puissance économique. L'homme qui prétendait parler pour le peuple chinois mourut isolé, entouré seulement de conspirateurs politiques et de personnel médical. Sa mort révéla que le culte de la personnalité qu'il avait construit était ultimement creux, une façade qui s'effondra au moment où il partit. La Chine qui émergea abandonnerait la plupart de ses théories tout en préservant son importance symbolique. Septembre 1976 changea le cours de l'histoire pour plus d'1 milliard de personnes, prouvant que même les systèmes les plus puissants dépendent d'êtres humains fragiles. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer d'autres documentaires historiques.